Amusons-nous, on va parler de sport beaucoup, on va quand même aussi parler de ton actu à la fin, si t'es OK. Et puis voilà, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir un invité exceptionnel dans ce nouvel épisode, Fabien Olicard, mentaliste, auteur et conférencier qui nous dévoile une facette plus intime et méconnue de son parcours, son aventure avec la course à pied. Longtemps éloigné du sport, Fabien nous raconte comment il a entretenu une relation plutôt distante avec l'activité physique avant de se lancer presque par hasard dans son premier semi-marathon. Ce défi improvisé a marqué un tournant dans sa vie, l'amenant à envisager la course sous un nouvel angle. En 2023, il reçoit une invitation à participer au Marathon pour tous, une épreuve mythique sur le tracé olympique des Jeux de Paris 2024. Face à ce défi, il décide de s'engager pleinement dans une préparation sérieuse d'1 an, découvrant les subtilités de l'entraînement et le plaisir de progresser. Il évoque l'importance du soutien de sa compagne, elle-même coureuse aguerrie, qui l'a aidé à structurer sa pratique et à se dépasser. Fabien partage également son expérience sous l'angle mental où sa maîtrise de la psychologie l'a aidé à surmonter les doutes et à gérer l'effort. Plus qu'une simple performance, ce marathon devient pour Fabien un puissant vecteur de transformation personnelle. Je remercie ici Fabien pour son accueil extrêmement chaleureux et la richesse de nos échanges. Mais je ne vous en dis pas plus. Fabien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Bonjour Fabien. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je joue à l'extérieur aujourd'hui et toi à domicile. Merci de me recevoir. Exactement. Merci de t'être déplacé pour rendre ce petit moment possible. Je suis ravi d'être là en tout cas. Comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10 ? Question classique d'ouverture. 9 parce que je manque d'énergie, mais sinon... C'est pas mal d'être à 9 sans énergie. Ouais. En fait, je suis en pleine santé. Je sors de 8 jours de mauvaise santé qui sont du coup derrière moi. Donc je sens bien que tout le corps est en pleine santé et il faut juste maintenant récupérer l'énergie que j'ai un peu perdue la semaine dernière. Mais je crois que quand tu sors de 8 jours de maladie, dès que la maladie est derrière toi, tu te sens tout de suite à 8-9 sur 10 parce que tu réapprécies le simple fait d'être en bonne santé. Tu fais un peu de sport dans ces moments-là ou tu t'hibernes, tu te mets sous la couette et tu te retapes ? C'est la première fois de l'année, c'est la première fois depuis les 1 an révolus entre le moment où je te parle et il y a 1 an en arrière que j'ai pas pu faire de sport pendant 8 jours. Parce que ce que j'ai eu, c'est un parasite intestinal. Donc, en fait, ça te laisse pas le loisir de faire autre chose que de manger, dormir et aller aux toilettes, tu vois. Donc, 8 jours sans sport, ça a été un peu dur. Ma compagne qui court, elle allait courir, je l'enviais beaucoup. Et moi, j'avais l'impression que mon corps était en train de dépérir. J'ai été, laissez-moi là. Oui. Laissez-moi partir en paix. J'ai beaucoup trop grossi le trait, quoi. Je disais, là, on prépare le marathon de l'Argel. Je disais, je suis foutu. Il est foutu, ce marathon. Je peux plus le faire maintenant. Adieu la barre des 3 heures. Même pas, j'ai même pas de barre. Moi, quand je cours, je veux juste finir. Des barres de rire à la limite. Oui, c'est ça. Donc non, j'ai rien pu faire. Et c'est ce sentiment de diminution qui était terrible, en fait. Je mangeais. Et c'était tellement d'efforts qu'il fallait que je retourne me coucher. Donc, j'ai même pas pu, ne serait-ce aussi que profiter de lire ou de regarder des séries, des films. Rien. Je n'ai strictement rien fait. C'était très douloureux, ça, mentalement. C'est culpabilisant ? C'est agaçant. Je culpabilise pas parce que je fais toujours de mon mieux. Donc, j'ai pas de doute là-dessus. Mais agaçant de voir que le levier de la persévérance, là, ne suffit plus. Je peux pas faire mon warrior comme je peux faire beaucoup dans ma vie sur certains points. Là, ça ne suffit plus. Il y a vraiment hors ton de corps ton contrôle. Qui te dit non, j'ai un parasite à évacuer et ce sera ma seule activité de ces 8 jours, mon ami. Et toi, tu vas boire, dormir, manger. D'accord. Fabien, alors j'ai cet épisode le mercredi 23 octobre et figure-toi que ce même 23 octobre, il y a 23 ans, Apple dévoilait l'iPod, un lecteur de musique numérique révolutionnaire qui allait changer l'industrie musicale et puis les habitudes aussi, la façon dont les gens allaient consommer la musique. Donc c'était à l'époque un disque dur de 5 gigas, tu pouvais stocker 1000 chansons, puis ça se distinguait par son design minimaliste et puis sa petite molette, là c'était des révolutions. Tout était fou. Ouais. J'ai regardé le top 50 de cette semaine-là, tu vois, en 2021, de fin octobre. Je voulais savoir quelle chanson de cette liste-là on aurait pu trouver dans ton iPod de l'époque. Donc le premier c'était Mary J. Blige, ensuite c'était Michael Jackson, Garou et Céline Dion,
Travis, un groupe de pop anglaise, Usher, De Palmas, Kylie Minogue et Manu Chao. Je te fais un top 8. Lesquels là-dedans auraient pu être chez toi? Mary J. Blige, Jackson? En premier, il y aurait eu Manu Chao. Ouais. Parce qu'il était sur mes cassettes audio, tu vois, donc c'est sûr. Et en deuxième, ça aurait été sûrement De Palmas. Et en troisième, Garou, Céline Dion. Ça devait être Sous le vent d'ailleurs à l'époque. Absolument. Cette chanson-là. Ouais. Et tu vois, le point commun, ça chante français à chaque fois. C'est ce que j'allais dire. Donc j'écoute de tout, mais l'extrême majorité, j'aime comprendre les nuances de chaque parole. Parfait. Bah écoute, on va se replonger dedans, en tout cas, ça donne envie. Fabien, je vais te demander de te présenter mes petits exercices un peu contraignants, mais bon, qui ne sera pas très complexe pour toi, j'imagine. Je voudrais que tu te présentes en 3 dates ou moments clés de ta vie. 3 dates. 22 novembre 1982, c'est le jour de ma naissance. Je pense que ça compte assez pour être cité. T'en gardes un bon souvenir? J'en garde assez peu de souvenirs, mais j'en ai presque des souvenirs tellement mes parents m'ont raconté ma naissance. Donc ça crée des faux souvenirs parce que ça te crée des images mentales. À la fin, tu as l'impression d'avoir le vrai souvenir de ça. Elle a été épique, cette naissance? Je suis né en faisant pipi sur la sage-femme. Voilà. Okay. Donc c'est un joueur truc qui se raconte beaucoup dans les dîners de famille. Et je me dévoile beaucoup trop du coup en disant ça. La deuxième date sûrement très importante pour moi, ça va être le 22 septembre 2018. C'est le jour où j'ai fait l'Olympia, qui est un Olympia, donc ça compte vraiment dans la vie d'un artiste. Surtout à l'époque, peut-être un peu moins aujourd'hui, où avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple de faire un Olympia et de le remplir, de faire un one-shot. Avant, c'était vraiment un aboutissement, et moi je l'avais autoproduit en plus. Donc, Ce Fabien Olicard en lettres rouges, là, il avait un sens particulier pour toi? Sur la façade. Alors bizarrement non. Okay. En fait c'est le nom du spectacle qui m'a beaucoup touché. Quand je suis passé devant l'Olympia avant de rentrer, que j'ai vu le nom du spectacle, c'était Singularité, il s'appelait ce spectacle-là, et je me suis dit waouh, j'ai écrit un spectacle qui est à l'Olympia. Je l'ai plus vu dans cet angle-là, et du coup de la même manière, c'est la même année, c'est fin 2018, la date n'est pas bien définie, c'est le jour où j'apprends que mon premier livre va être traduit en Espagne, en Allemagne, en Chine à l'époque aussi, en Lituanie, en Pologne. J'apprends ces traductions-là. Et tu vois, c'est toujours lié à l'acte de création où là aussi, pareil, je me dis, waouh, j'ai écrit un truc qui fait sens dans d'autres pays où on ne me connaît pas. Il n'y a pas le côté, non, mais on le connaît de la télé, on le connaît de YouTube ou machin. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas vendre sur mon nom là-bas. Donc, c'est sur le fond. Voilà, s'ils prennent le risque de racheter les droits et le risque de dépenser de l'argent à le produire là-bas, c'est qu'ils sont convaincus par le fond, alors que moi-même, en tant qu'auteur, je ne suis pas si convaincu que ça de ce que j'ai écrit, tu vois. Donc, ces 3 dates, c'est naissance, c'est aboutissement artistique et c'est la seule fois où je vis quelque chose qui met à mal mon syndrome de l'imposteur. Parce que du coup, le fait qu'il soit traduit à l'extérieur de la France, dans des pays où on ne me connaît pas, mon syndrome de l'imposteur, il ne peut pas trop lutter. Il est obligé de dire apparemment, ce bouquin est pas si mal, tu vois, alors que ça me coûte de le dire à ce moment-là. Quoi, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu l'as mis dans une petite boîte, ce syndrome? Non, il existe. Hein, mais il bon, va et vient. Je flirte avec lui, je le connais, quoi, tu vois. Je peux m'appuyer même des fois sur lui. Ça peut être intéressant, tu vois. Comme dans la course à pied où ça peut être intéressant parfois de courir sur du seum. Tu vois, t'as le seum d'un truc et tu te dis tiens, est-ce que je peux m'en servir comme carburant? Peut-être un petit peu, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais ça va me faire gagner peut-être 2 kilomètres de plus. Ça peut marcher, ouais. La colère aussi, ouais, la frustration, c'est ça toutes les émotions. Toutes les vertus de la course à pied. C'était quoi tes bonheurs du quotidien quand t'étais enfant, Fabien? Qu'est-ce qui te rendait heureux? Vraiment le plus heureux, c'était de bouquiner, de lire. Hein. Ça a toujours été. Donc je suis dans une fratrie de 3, mais je suis l'ultime petit dernier. C'est-à-dire j'ai 8 ans d'écart avec mon frère et ma sœur. Je suis arrivé un peu à l'improviste, quoi. Mes parents avaient eu le choix du roi, et puis ils avaient déjà revendu les poussettes et les layettes, quoi. Et 8 ans après, je fais hey, coucou, c'est salut, pas fini. C'est pas fini. Vous pensiez dormir dans une autre vie. Et du coup, tout était assez installé dans ce rythme-là, et donc j'ai pas eu trop de mal à trouver ma place, mais j'avais une place plutôt d'observateur dans ma famille. Mais par contre, j'adorais lire, j'adorais les univers de lecture pour apprendre ou pour voyager, quoi. Et d'ailleurs, c'est encore aujourd'hui mon rythme. Je vais lire un roman, suivi d'un livre qui m'apprend des choses, suivi d'une autre fiction. Tu vois, là, j'avais lu beaucoup de choses qui m'apprenaient. Et ben je me suis retapé l'intégrale de Monte Cristo derrière, tu vois. Okay. J'aime bien naviguer. Et donc ça, c'était vraiment mes plaisirs.
J'avais une collection de livres, je crois que c'est ma première collection, ça s'appelle, des livres bleus écrits très gros pour les enfants et tout. Et on était une famille très modeste et de temps en temps, ma mère me ramenait l'un de ses bouquins de cette collection. Et alors ça, c'était... je lisais des dizaines et des quinzaines de pages pour pas aller trop vite, quoi, tu vois. Tu savourais. Ouais, et puis je relisais les anciens, etc. C'était aussi bête que ça, mes petits moments de lecture. La place pour le sport dans tout ça. Quand j'étais un film, petit, le cross du collège, c'était la punition. Ah ouais, le cross du collège, si j'étais malin, je pouvais me mettre sur le côté, attendre que la boucle se fasse et me réinjecter dans la boucle à une place pas trop bien. Hein. Le but, c'est pas de marquer des points, c'est juste de pas d'esquiver le faire. un petit peu. Non, mes parents et principalement ma mère voulaient absolument que je fasse du sport. Donc j'ai tout fait dans mon village. J'ai fait le foot, j'ai fait le basket, j'ai fait machin. Je n'aimais pas les sports collectifs. C'est vraiment... Moi, j'étais pas fait à l'époque pour être dans... Le groupe était quelque chose qui me rendait inconfortable. Donc le sport collectif encore plus. Ça m'intéressait pas, ça me disait pas. J'ai des souvenirs, parce que j'ai fait quelques années de basket quand même. J'ai des souvenirs où on faisait des tournois de basket, on perdait et j'avais des copains qui pleuraient. Et je ne comprenais pas pourquoi ils pleuraient. C'est vraiment, on rentre plus tôt. C'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs finalement. On rentre plus tôt du tournoi, quoi, tu vois. Je comprenais pas pourquoi ça les impactait. J'en avais, excuse-moi du terme trivial, mais rien à foutre, quoi, de sport collectif. Ça m'encombrait, ça me faisait chier. Il y a rien qui me plaisait là-dedans. Je voulais faire des activités que j'ai pu faire quand même dans le village, qui étaient de la gymnastique chinoise, donc du tai chi en fait. Ça m'a beaucoup plu. J'ai fait du théâtre pendant des années. Voilà, ça me plaisait aussi beaucoup. Mais comme ma mère voulait quand même que je me dépense un petit peu et que j'ai arrêté tous les sports collectifs qu'elle m'a fait faire, enfin, elle m'a dit, tu veux faire quoi? Et je dis, il y a une piscine à La Rochelle, je veux bien apprendre à nager. Donc je nageais, je suis de La Rochelle, on nage tous. Mais apprendre à nager, donc faire vraiment de la natation, apprendre les différentes nages, m'améliorer, progresser et tout, parce que c'était un truc plus individuel, tu vois, ça me plaisait. Donc j'ai fait après 2-3 ans de natation, ça me plaisait pas spécialement, c'est-à-dire je me disais pas, c'est cool, c'est mardi, je vais à la natation, mais ça me déplaisait pas non plus, contrairement au sport collectif comme ça qu'on se retrouvait. Donc j'ai fait ça, pareil, pour faire plaisir un petit peu à ma mère, et puis après, dès que j'ai été adulte, j'ai arrêté ce truc très étrange qui était de faire du sport. La compétition, ça t'intéressait? Là, tu parlais de natation, est-ce que t'avais un intérêt pour quelconque pour je me suis inscrit à aucune compète. Ouais. Si, à titre personnel, avec le mois d'hier, ça m'intéressait beaucoup, tu vois, de me dire, ah ben tiens, là, tel nage, le dauphin que je maîtrisais pas du tout, maintenant je le maîtrise, je fais mes longueurs en temps de temps. Voilà, juste dans mon intimité, en fait, de mes axes de progression personnelle. Mais toutes les compétitions de natation qu'il y a eu avec ce club-là, j'en ai fait 0. Je refusais ça. Comment est-ce que tu te réveilles plus tard, là, jeune ado? Qu'est-ce que tu pouvais... C'est-à-dire de ton avenir, de ta vie, de ce que pourrait être ta vie? Comment tu envisageais à l'époque? Comment est-ce que tu projetais ce que pourrait être ta vie? À quoi t'aspirais? J'étais sûr d'une chose, c'est que j'allais pas faire des grandes études, au grand détriment de ma mère, parce que je me retrouvais pas dans le système scolaire. Tu sais, moi, je rentrais du lycée, et un jour je rentre et puis ma mère, elle aggrave plein de feuilles ensemble, c'est des feuilles d'absence non justifiées. Je dis, pourquoi tu t'aggraves tout ça? Elle fait, parce que je fais un calendrier, il y a tous les jours de l'année. Donc voilà. C'était tu séchais, ouais. Moins marrant que ce qu'il y paraît, comme elle l'a dit, hein, parce qu'elle m'a envoyé ça comme un tacle quand même. Sauf que la réalité, pourquoi j'allais pas en cours au lycée, en cours de mécanique appliquée ou de mathématiques appliquées? Parce que tu pouvais me retrouver à la fac de philo de La Rochelle en train d'assister à une conférence en auditeur libre. Donc c'était pas... Le fait d'apprendre n'était pas un problème, c'est que je voulais apprendre à la carte et je ne me retrouvais pas dans le système scolaire classique. Donc, je suis allé jusqu'au bac pour faire plaisir à ma mère. Bac que je n'ai pas eu parce que j'ai un peu oublié de me présenter à certaines épreuves. Et donc, j'ai arrêté là. Et c'était un peu écrit pour moi, inscrit, adolescent, que je n'allais pas faire des longues études et que j'allais très bien m'en sortir. J'étais sûr d'un truc, j'allais très bien m'en sortir dans la vie. J'ai qu'un axe de vie qui paraît être un peu chelou, mais c'est depuis mes 15 ans, et ça ne m'a pas quitté aujourd'hui que j'en ai 42, c'est que je veux être libre et autonome, et je suis certain, pour avoir fait un long travail introspectif, que ces éléments-là, quand ils sont dans le sens du plus, m'apportent un bonheur inégalable, quel que soit le prix à payer. C'est-à-dire que, pour être très sincère avec toi, Guillaume, j'ai vécu une partie de ma vie en toile de tente, parce que je n'avais pas les moyens de me payer un loyer, un appartement. Mais j'étais très heureux, parce que j'étais libre et autonome. Donc j'étais prêt à assumer le fait de vivre dans un camping pour cette liberté, cette autonomie, tu vois.
Donc, face à ça, comme j'ai eu ce vrai travail d'introspection qui venait sûrement de ce côté un petit peu solitaire, j'étais donc sûr de ne pas faire de hautes études, sûr de m'en sortir et sûr d'être heureux, mais peut-être pas avec les critères de mes parents ou de monsieur ou madame tout le monde, mais avec mes critères personnels, c'était sûr et certain. Donc, pendant un temps, je travaillais sur les marchés. Tu vois, je bossais sur les marchés comme ça, très libre, très autonome, donc très heureux in fine. Et tu vois, on a parlé de l'Olympia tout à l'heure, j'ai fait un travail introspectif ce jour de septembre 2018 dans la grande loge de l'Olympia où il y a toutes les photos, les noms des gens qui sont passés. Et je me suis dit, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je suis plus heureux là que dans ma toile de tente? C'était dans l'île de Ré que j'habitais. Et la réponse était oui. Je suis aussi heureux. Pas plus, pas moins. Et je suis hyper confortable par contre aujourd'hui, parce que j'ai d'autres moyens financiers, parce que je peux financer aussi des envies, tu vois. Mais en bonheur intrinsèque, j'étais aussi heureux. Enfin, ça ne dépendait pas de où je me situais finalement, quoi. Ton intérêt là, pour la psychologie, le mentalisme, il s'est développé de façon très progressive. C'est pas une révélation, non, tu t'es nourri de ça au fil du temps. C'est même un étiquetage a posteriori. C'est-à-dire d'abord des centres d'intérêt. Tiens, la mémoire, ça fonctionne comment? Bah écoute, Fabien va à la bibliothèque du village et je prends des livres sur la mémoire. Ah d'accord. Ah mais attends, dans le même rayon, il y avait aussi psychologie, comment fonctionne le cerveau, nanana. Donc je fais des tours de magie à 8 ans. Sauf qu'au lieu d'être intéressé par le tour, je suis intéressé par la grande question qui me turlupine. Pourquoi mes parents comprennent pas spontanément comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau pour qu'ils comprennent pas que j'ai fait 2 fois la même carte dans le paquet, par exemple, alors que ça me paraît d'une logique. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. C'est le derrière, c'est comment ça fonctionne tout ça. Et ça va pas me quitter, ces centres d'intérêt. Ce qui fait que le jour où je vais monter sur scène et qu'il faut que je trouve un terme pour résumer ce que je vais y faire et les sujets que je vais aborder, je prends l'étiquette de mentaliste en autoproclamant que je suis mentaliste. Mais encore une fois, a posteriori, pour étiqueter tout ce qui me plaît depuis les 10 dernières années, en fait. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un don particulier? Je sais que tu as une mémoire photographique très forte. Ouais. Est-ce qu'il y a une part de don? C'est une approche plus besogneuse, beaucoup de travail, beaucoup de curiosité. Un don non travaillé, c'est qu'une mauvaise manie. Je trouve qu'il a pas tort. J'ai une petite avance sur la mémoire photographique, mais si je la bosse pas, j'en fais pas grand-chose, en fait, finalement. Donc, elle a éveillé ma curiosité, mais tout ce que je fais, il n'y a aucun don. Vraiment, tout ce que je fais, tout le monde peut le faire, moyennant les techniques et moyennant le fait de passer beaucoup de temps. Donc, d'être passionné, finalement. Comme je suis persuadé qu'on peut tous avoir un excellent niveau à la harpe, mais encore faut-il vouloir passer 1000 heures, 10 000 heures, 15 000 heures à faire de la harpe, et donc il va falloir être passionné. Et on va dire, oh, putain, il est super bon à la harpe, lui, non, il a un don, il a un truc. Voilà, il a le don d'avoir envie de le faire et d'avoir passé 15 000 heures à faire de la harpe. Nous, on ne l'aura jamais parce que ça ne nous fait pas vibrer cet instrument-là. Je pense que pour le mentalisme et pour le cerveau, c'est pareil, quoi. C'est juste, j'ai beaucoup de chance, ma passion, dans la société moderne actuelle, elle est considérée comme étant quelque chose d'intelligent. Tu vois, on considère que c'est intelligent de s'y connaître en cerveau. Mais peut-être dans un autre monde, c'était très intelligent de savoir cueillir les bonnes plantes dans la forêt, les bons champignons, enfin tu vois, et dans un autre monde, c'est très intelligent de savoir construire une hutte avec juste de la terre et des cailloux, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai de la chance et valoriser mon domaine de compétences et de passion, tu vois. Quel souvenir tu gardes de ta première scène qui est venue un peu à toi de façon accidentelle, de ce que j'ai compris? Est-ce que tu étais convaincu dès que tu es sorti de scène que c'était ta voix? Non, j'ai été convaincu que j'étais bon pour écrire des choses, des univers, des histoires et de la pédagogie déguisée, mais avec un vrai espoir de pouvoir écrire pour les autres. Je me sens pas très à l'aise sur scène, je suis pas très incarné, même encore aujourd'hui, tu vois, je dois faire des efforts dans mon jeu, parce que j'oublie que je suis fait de chair et d'os et qu'on va me voir. Le sport m'aide à mieux comprendre que je suis incarné, parce que dans l'incarnation, t'as le mot carne quand même, c'est de la viande, c'est de la bidoche, tu vois. Moi, c'est très éthéré pour moi tout ça. Donc c'est contre nature presque? Ouais, c'est un peu contre nature. Et donc quand je sortais de scène, même de ma première scène et que les gens disaient c'était super, moi, dans ma tête je me disais ouf, ils ont rien vu. Ils n'ont pas vu à quel point c'était nul, tu vois. À quel point ça c'est lié à un niveau d'exigence que tu mets très haut aussi sur toi, ton travail? Oui, je m'en suis rendu compte dans la scène assez dernièrement. Donc tu vois, il m'a fallu plus de 15-20 ans pour me rendre compte de ça. En fait, je me rends compte par l'intermédiaire des autres. J'accompagne de plus en plus les autres, donc ça me plaît en mise en scène, en écriture, etc. Et donc, je suis assez fasciné quand ils sortent de scène et qu'ils sont contents.
Alors que moi, j'ai plein d'axes de leur dire attention, le rythme, ça, attention, ça. Ils font ah oui. Je me dis putain, c'est fou parce que moi, ça me rend malade. Depuis ma première scène, si mon rythme n'est pas précis et ciselé, s'il y a ce qu'on appelle un ventre mou dans le spectacle, s'il y a quelque chose qui n'est pas complètement à la hauteur de la confiance d'une personne qui a pris sa soirée, acheté un billet pour me voir, ça me rend malade littéralement. Je fais des micro-dépressions, hein, tu vois. Et donc, je vois que c'est pas le cas chez les autres. Tu vois, et donc je dis ah d'accord, ok, c'est que je dois avoir une exigence hyper haute. Tu vois, il y a des personnes qui travaillent avec moi depuis très longtemps et qui sur certains autres projets me disent putain, on a été à mauvaise école avec toi parce que du coup nous on voit ci ça alors qu'on ne devrait pas le voir. Bon, je suis pas sûr que ce soit mauvaise école, je pense que c'est bonne école du coup, mais effectivement niveau d'exigence un peu trop élevé sûrement. Il y a un passage marquant au point virgule en 2013, ce que j'ai compris, une référence bien connue du théâtre parisien, où tu t'es senti, de ce que j'ai compris, légitime pour la première fois. Qu'est-ce qui était différent ? Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là ? D'être au point virgule. En fait, le point virgule qui était, et qui est toujours dirigé par Antoinette Collin, je les connais depuis que j'ai commencé la scène, parce que moi, je me suis inscrit très vite dans le milieu de l'humour. Pour moi, mes spectacles sont des divertissements, on vient pour se marrer. Chose que je n'arrive pas du tout à communiquer, parce que, encore une fois, aujourd'hui, 14 ans plus tard, les gens sortent de mon spectacle en disant « je pensais pas rire autant ». C'est pas faute de vous le dire quand même. Et puis, je fais ce qu'on appelle un showcase, c'est-à-dire je cherche un nouveau théâtre, donc je loue un théâtre, une représentation, et j'invite les professionnels du secteur. Et j'invite Antoinette, que je commence à bien connaître, et qui me dit « attention Fabien, pas de faux espoirs, nous on fait pas de mentalisme, on fait pas de magie et on fait pas de mentalisme, on n'en a jamais eu et on n'en aura jamais chez nous, c'est pas notre ligne de programmation ». Elle dit « je sais, mais ça me ferait très plaisir que tu viennes ». Et donc elle vient, elle voit le spectacle et à la fin elle sort et elle me dit faut qu'on parle. Et donc quelques temps après elle me fait la proposition d'être le soir, comme n'importe quel humoriste découvert du point virgule, d'avoir mon créneau les lundis et les mardis à 19h. Quel créneau le plus dur, quel est le pire créneau dans un théâtre parisien. Moi je saute de joie parce que je me dis waouh, quoi, c'est un peu comme quand on parlait des livres, tu vois, à l'étranger. C'est là, je peux pas nier, en tout cas quand Antoinette, qui a un œil d'expert que je ne saurais remettre en cause, me sent capable de tenir la scène du point virgule et elle se sent assez à l'aise pour se dire, les gens qui viendront le voir au point virgule se diront, le point virgule programme de bonnes choses parce que c'est ça qui compte pour elle. Elle préfère avoir une case vide, un horaire vide, même un vendredi à 20h vide, qu'un spectacle qu'elle ne valide pas. Tu vois, donc c'est très important du coup pour moi de me dire bon, bah ok, je suis au point virgule. Donc moi, quand j'étais dans mon petit village de 1000 habitants à côté de La Rochelle, à Marcilly, et que je commence à fantasmer de faire du théâtre plus tard, aujourd'hui, je suis au point virgule. Donc là où je voyais les artistes qui passaient à la télé à l'époque, enfin, ça commence à vouloir dire quelque chose et à me dire, apparemment, je peux considérer que je suis artiste. Peut-être pas bon artiste, mais je peux plus nier que je suis artiste. Comment tu définirais ta patte, Fabien ? Qu'est-ce qui est singulier dans ta démarche ? Déjà, elle est sincère. Alors là, j'ai l'impression d'avoir un discours de Miss France. Mais elle est vraiment sincère, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à avoir de couleur. Toutes les choses qu'on me disait ne fais pas et que j'ai quand même fait font que des années après, j'ai un public. D'ailleurs, tous les trucs qui faisaient que j'avais pas trop de copains à l'école, de mes domaines de prédilection, font aujourd'hui que tout le monde veut être mon copain. C'est assez fou la vie de se dire mes trucs de geek en psychologie et tout, qui intéressaient pas grand monde au collège, on va pas se mentir, font qu'aujourd'hui on a envie de parler, de discuter avec moi de ces sujets-là. Moi je trouve ça fabuleux, quoi. Et du coup ma patte c'était ça, c'est le premier spectacle, j'ai un peu fait ce que je pensais que les gens voulaient voir quand même, tu vois. Ça c'était le début. Ce premier spectacle il s'est transformé en un deuxième spectacle. Je dis que j'en ai écrit 4, en vrai j'en ai écrit 3. Mais il y en a un, le premier, il a tellement changé en cours de route, il était tellement plus le même à l'arrivée qu'il fallait que je change de nom pour pas que les gens qui l'avaient vu dans les débuts confondent, tu vois. Donc à la fin, à l'arrivée de ce spectacle-là, j'avais écrit ce que je voulais faire. Et j'ai encore plus assumé de spectacle en spectacle. J'ai quand même écrit un numéro de 25 minutes dans un spectacle d'humour où je parle de pi, donc d'un nombre irrationnel et transcendant. On va parler de maths pendant 25 minutes. Un public qui n'a pas envie de parler de maths, qui n'est pas venu là pour ça, qui a envie d'entendre des blagues, et moi je vais réciter des décimales de pi, tu vois. Et ce numéro-là, où les 2-3 personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit « Non, fais pas ça, là, Fabien, c'est pas une très bonne idée »,
c'est l'un de mes numéros signature. Aujourd'hui, on peut m'engager pour me dire viens nous faire ces 15 minutes-là. Donc c'est toujours un risque, mais je crois que ça paye toujours finalement parce que au pire des cas, toi, tu te fais un énorme plaisir d'un truc qui te ressemble et dans le meilleur cas, ça devient ta patte. Et du coup, ma patte, ça a été de faire des trucs très sincères. Donc, ma sincérité, c'est quoi ma définition? C'est que je suis un mec très curieux et quand je trouve des trucs qui me stimulent, j'ai envie de le raconter aux autres pour voir dans leurs yeux une flamme d'intérêt qui s'allume, tu vois. J'ai appris récemment pourquoi on dit des teenagers en anglais. Donc, je fais que de le raconter à tout le monde. Donc là, je vous le raconte à vous qui nous écoutez. Bon, en fait, là, tu le sais pourquoi ou pas? Je vois comment le mot est construit, mais après, je ne connais pas la signification derrière. En fait, moi-même, la construction, je ne l'avais pas tellement vue. En fait, c'est juste quand tu comptes. Ouais. 11, 12, 13, 14, 15. Ça, et donc, tous les âges qui finissent par teen, c'est le teenager. Ben moi, je ne l'avais pas du tout vu. Et du coup, le jour où on me l'a dit, je fais « Oh, mais oui, c'est incroyable !» J'ai l'impression que c'est des bonbons pour l'esprit. Et du coup, je fais que de le raconter à tout le monde. Et je kiffe quand je vois d'autres personnes faire « Ah, mais oui, évidemment !» Du coup, tu vois, voilà. Ben, en fait, c'est ça, la patte Olicard. C'est de découvrir des choses et du coup, de vouloir les retransmettre. Et comme je sais que l'intérêt des gens et l'attention des gens est rapide, il faut que je rende un peu ça fun. C'est de la survie dans ma conversation de rendre les choses fun pour qu'on m'écoute jusqu'au bout, en fait. Est-ce que tu penses qu'on n'exploite pas suffisamment justement la capacité d'un public à recevoir des choses qui les nourrissent? Est-ce que parfois on va un peu trop à la facilité? Ouais, je pense. Et je pense aussi qu'on sous-estime la responsabilité de capter l'attention des gens. Je donne beaucoup de conférences. C'est mon premier métier d'être conférencier et je le fais toujours en entreprise. Donc c'est une partie qui est moins visible, qui est même invisible du grand public. Et je suis fasciné de voir des CIO, d'énormes entreprises, etc., prendre la parole, tu vois, pour raconter un pitch de 10-15 minutes et tout le monde s'endormir. C'est pas la faute des gens s'ils s'endorment, quoi. C'est la faute de la personne qui prend la parole. À partir du moment où on prend la parole devant 2 personnes, eh bien, c'est un public et on est comédien. Et on a une responsabilité oratoire à partir de ce moment-là. Et l'attention, en plus, elle est de plus en plus altérée aujourd'hui. Donc, la responsabilité de la personne qui parle et qui veut raconter, elle est de plus en plus haute. Et si on le comprend, eh bien, on peut commencer à se dire « Bon, je ne suis pas obligé de raconter des choses futiles puisque j'ai bien compris que le fait de capter l'attention ne venait pas du fond de ce que je raconte, mais de la forme. Donc, si je maîtrise la forme, je peux raconter ce que j'ai vraiment et sincèrement envie de raconter. Mais c'est comme pour les blagues. Le rire, je peux faire rire une salle très facilement avec ce qu'on appelle du rire de choc. Tu vois, il y a plusieurs types de rire. Le rire de choc, je vais mettre une situation initiale et je vais dire quelque chose d'horrible derrière, ce qu'on appelle l'humour noir. Ça va te choquer et donc, ta seule libération psychologique possible quand tu es entouré d'autres êtres humains dans cette situation, c'est de ricaner. Et donc, tu vas avoir un rire très fort. Donc, tu vas être payé à en rire. Mais est-ce que c'est un rire de qualité? Est-ce que quand ils vont sortir de la salle, ils vont dire on a vraiment bien rigolé? Est-ce qu'ils vont se rappeler des blagues, etc., etc. Tu vois? Donc, il faut chercher cette qualité en fait dans l'échange, quoi. Tu vois? Moi, dans mes premiers spectacles, j'avais quelques rires de choc, c'est des béquilles, parce que ça rassure d'avoir ces gros rires bien gras. Et puis après, au fur et à mesure, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de raconter, quoi? Fabien, on en a parlé juste avant d'allumer les micros. Tu es également auteur de multiples livres. Tu as une actu très chaude d'ailleurs, La Harpe des 4 saisons, que j'ai amené avec moi. Un livre au format très original qui, moi, me rappelle, j'ai bouffé des livres dont vous êtes le héros quand j'étais gamin. Donc, c'est l'inspiration numéro 1. Ouais. Ça, c'est fabuleux pour moi de pouvoir me replonger là-dedans. Ça t'apporte quoi? C'est un ancrage qui est important pour toi aussi? Ta casquette d'auteur sur des formats longs, avec du temps long, de réflexion, d'écriture, ça vient contrebalancer l'espèce de dynamique folle dans laquelle tu es au quotidien? En fait, c'est génial. En tant que boulémique de création, je vis les 3 créations possibles, c'est-à-dire le format ultra court de la création qui est les vidéos. Les vidéos, tu peux avoir une idée le matin, l'écrire l'après-midi, la tourner le soir, la publier. On ne peut pas faire plus court, quoi, tu vois. J'ai quelque chose, et donc là, tu n'as pas le public en face, mais tu as quand même un petit peu de commentaires, donc tu as un demi-lien. J'ai la même chose avec de la création longue, qui est écrire un spectacle, ça prend des mois et des mois. Sauf que ce spectacle-là, après ces mois et ces mois de travail, tu vas le revivre pendant des mois et des mois et t'es payé directement sur ton contact public. Donc c'est encore 2 autres points de vue. Et l'écriture, qui va demander là 1 an minimum de travail complètement onaniste dans ton coin, à te dire « mais je suis génial !» ou à douter en disant « mais c'est de la merde !» Et ensuite,
ce travail-là va s'achever du jour au lendemain et il ne t'appartiendra plus. Tu ne le vivras plus du tout et tu n'auras plus du tout de retour, très peu en tout cas. Sur ça. Donc en fait, les trois s'emboîtent vachement bien parce qu'ils nourrissent des parties créatives, des parties égotiques, des parties introspectives qui sont complètement différentes. Et j'ai l'impression de m'accomplir à 360 degrés en faisant les trois. Donc j'adore écrire. J'ai de la chance, j'ai un public aujourd'hui en tant qu'auteur. C'est-à-dire il y a des gens qui me lisent qui ne sont pas du tout intéressés par me voir sur scène ou par voir une de mes vidéos. Donc j'ai atteint ce rang-là et j'en suis très très heureux. J'écrivais principalement du doc ces dernières années, où j'ai écrit 8 livres de fond. Et là, avec L'Arbre des 4 saisons, j'ai écrit la première fiction, parce que c'est un vrai roman de fiction. J'étais hyper fan des livres dont vous êtes le héros. Le seul truc qui me manquait parfois, c'était un scénar un peu plus dense, tu vois. C'était vraiment du jeu de rôle bourrin, quoi. Donc j'ai pris tout ce que j'aimais des livres dont vous êtes le héros, en rajoutant une vraie scénarisation, parce que je veux écrire une saga, quoi, et ce livre-là, c'est très marrant parce que, très honnêtement, c'est mon projet de cœur le plus haut dans ma vie. Ma femme, quand je l'écrivais, elle me disait « ça va ?» Je déteste, ça me prend la tête, j'adore. Je disais tout et son contraire. Mais preuve en est que ça me faisait vibrer, quoi, tu vois. Sauf que je sais que c'est le projet le plus dur à populariser auprès du grand public. Ça va toucher des geeks qui adoraient les livres dont vous êtes le héros, comme toi et moi. Ça va toucher les rôlistes, ceux qui aiment bien les nouveautés d'une manière générale, mais ça va être dur, tu vois, de le populariser. Il va falloir pourtant un certain nombre de lecteurs pour pouvoir en faire une saga et tout. Mais tu vois, pareil, je me suis pas posé la question, quoi. C'est vraiment, si je m'étais posé une réflexion, j'aurais fait quelque chose de différent pour être plus populaire, plus vendable, etc. Mais non, c'est ça que je voulais faire, donc je le fais. Et puis je croise les doigts pour qu'il y ait au moins 10 000 lecteurs et lectrices qui va permettre de rendre ce projet périn pour faire 5-6 volumes, quoi. Donc L'Arbre des 4 saisons sorti le 10 octobre dernier. Ouais. Courez-y, c'est le cas de le dire. C'est un excellent cadeau de Noël, je vous le dis. Fabien, on chausse les baskets, c'est reparti, on réenclenche ta vie d'adulte. Donc on a compris que le sport, c'était en pointillé, un peu lointain. Puis il y a une dinguerie qui te vient en tête. En 2022, tu te dis, tiens, je vais aller faire un semi-marathon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, non, finalement. J'ai ma femme qui court. Ouais. Ma femme court depuis des années et moi, je suis son meilleur supporter. Je ne rate pas une course, je suis au départ, je suis au milieu, je suis à l'arrivée, je suis partout. Les fumigènes, les banderoles. Mais je suis son gars sûr, quoi. Elle se met d'ailleurs en tête après de faire un marathon, le Niscan, je serai là. Sur le marathon Niscan, qui interviendra bien plus tard, j'en fais que la parenthèse. Moi, j'ai fait presque 20 km dans la journée à pied pour aller la voir partout. Tu vois, je suis vraiment à fond. Et donc, en 2022, elle s'inscrit pour le semi-marathon de Paris. Et je lui dis, tiens, je viendrais bien t'accompagner, t'encourager. Mais plus que d'habitude, j'aimerais bien être dans le sas de départ avec toi. Donc, je vais me prendre un dossard. Donc, désolé à ceux qui nous écoutent si j'ai squatté un dossard ce jour-là. J'avais même pas conscience, moi, que les semi-marathons et les marathons pouvaient être complets. Dans la vision d'un mec qui court pas, tu te dis, il y a toujours de la place. Pas de problème. Donc, je me prends un dossard avec un seul but, c'est de l'accompagner jusqu'au bout de l'expérience du sas de départ. Et je vais pas rien faire de ce sas-là, je vais quand même aller courir. Dans mon idée, je lui dis, je vais faire 3 à 5 km, ce qui serait déjà assez ambitieux pour moi. Alors, en 2014, mesdames et messieurs, sachez que j'ai un petit peu couru à la sensation. 2014 est un jour particulier dans ma vie, je suis obligé de vous le raconter pour qu'on comprenne bien tout. C'est le jour de ma vie où j'ai passé autant de temps en tant que non-fumeur que gros fumeur. Et comme les chiffres comptent pour moi, ça fonctionne dans mon cerveau, je me dis là, il y a un point de bascule. Il y a un point de bascule entre je fume 2 paquets par jour et je fume 0 paquet par jour. Je vais déséquilibrer la balance, donc je veux arrêter de fumer. Mais pas arrêter ma dépendance à la nicotine, donc je vais voir le médecin, je lui parle, il me met à la cigarette électronique. Et moi je dis non, c'est nul. Et comme lui me connaît très bien, il sait que les images fonctionnent bien, il me fait ça dépend. Tu peux soit décider de rouler à contresens sur l'autoroute, soit juste faire un excès de vitesse. Et la cigarette électronique, ce sera un excès de vitesse. Ce sera déjà mieux que d'être à contresens comme tu le fais. Ça marche sur moi. Donc, je passe à la cigarette électronique. Mais c'est pas simple quand tu fumes 2 paquets par jour de passer qu'à la cigarette électronique. Et donc, pour casser mon rituel qui était je me réveille et je fume 2-3 clopes, c'était ça ma vie, je me lève et je vais courir. C'est le fait de martyriser mon corps autrement
fait que ça me casse un peu cette pensée qu'avec ça. Donc je cours un peu en 2014. Tout ça pour dire, je connais un peu ce qu'est le fait de courir, sans objectif, sans montre, sans rien, juste aller courir le matin. Donc, en 2022, quand j'ai dit je vais faire 3 à 5 km, c'est parce que je sais qu'il y a une période de ma vie, j'ai su faire ça, donc c'est envisageable. 3 jours avant ça, je suis en spectacle du côté de Cannes, justement, et je me dis, bon, je vais aller courir 3 km pour casser ma fibre musculaire, parce que sinon, je vais me péter les jambes là-bas et tout. On est 3-4 jours avant, je vais courir 3 km, c'est une douleur, pas possible. Et nous voilà le jour J, dans le sas avec elle, où je lui dis, donc je ferai mes 3 à 5 km avec toi et tout, enfin, derrière toi, et voilà, je l'accompagne. Je fais mes 3 km, et je me dis, bon, il faut que je fasse 7 fois ça. Enfin, non, ils vont faire 7 fois ça, eux, c'est des malades mentaux, quoi. Bon, allez, moi, je pousse à 5. Et si tu regardes le tracé du marathon de Paris, du semi-marathon de Paris, tu verras qu'à 5-7 km, tu es en plein milieu du bois de Vincennes. Et moi, au moment où je veux m'arrêter, je me dis, ben là, je vais faire comment pour prendre un taxi et aller à l'arrivée ? Parce que je voulais aller à l'arrivée pour la voir franchir la ligne. Ben, je suis obligé de marcher une demi-heure. Ben, c'est débile. Je vais courir pour sortir du bois de Vincennes, tu vois. Bon, j'alterne marché-course, hein. Je ne suis pas en train de courir comme un champion, loin de là. Hein. Donc, me voilà reparti à courir. Et avant la sortie du bois de Vincennes, si tu regardes le tracé, tu passes le 10,5 km. Et là, bah, naît ce truc bizarre dans le cerveau de faire la moitié du semi-marathon de Paris, là. Bah, peut-être je peux faire l'autre moitié pour voir. Et me voilà parti à faire le semi-marathon de Paris, qui va être très dur à partir du 16e. Bon, bah, c'est pareil, je vais aller au bout. Je vais énormément marcher. Hein. D'ailleurs, je me souviens très bien que le 19 au 20, j'ai 1 km de marche complet où je suis à 11 minutes du kilomètre. Quoi. Tu vois, c'est vraiment pas glorieux. Je dois mettre 3h05, je crois, à faire ce semi-marathon. Mais voilà comment j'ai fait le semi-marathon de Paris. C'était pas décidé, c'était pas voulu. À tel point que j'ai un sac à dos. Dans mon sac à dos, j'ai des choses assez incohérentes pour vous qui nous écoutez. Je crois, j'avais mes disques durs de sauvegarde parce que je devais repasser au bureau après. Enfin, tu vois, j'ai d'ailleurs une espèce de chandail à zip. Sur les photos, on le voit, que j'ai accroché à ma taille, tu vois, parce que je ne suis pas censé du tout faire le semi-marathon, quoi, tu vois, je ne suis pas du tout équipé pour. Et du coup, je suis allé au bout, mais c'était complètement improbable. Fabien, il y a une rubrique classique dans le podcast avant qu'on bascule vraiment sur ton marathon pour tous et sur sa préparation, qui est la course épique qui nous réunit aujourd'hui. Le parcours de ce marathon pour tous, il était inspiré d'une marche des femmes, je ne sais pas si tu le sais, qui a lieu en octobre 1789. C'était un événement féminin et révolutionnaire qui a marqué l'histoire de France et qui a vu plusieurs milliers de femmes marcher sur Versailles pour aller y chercher quelqu'un. J'ai une petite question pour toi là-dessus, donc je vais te parler de 4 Versaillais connus. Okay. À ton avis, qui sont-elles allées chercher ? Est-ce que c'est Thierry Lhermitte, pour qu'il ne se sente pas trop seul avec Anémone au standard de détresse d'amitié un 24 décembre ? Est-ce que c'est Louis XVI pour le ramener à Paris et le faire signer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? 1789, c'est peut-être crédible. Benjamin Pavard pour le féliciter de son but contre l'Argentine en 2018 au son de l'hymne populaire « Il sort de nulle part, une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavard ». Ou est-ce que c'est Guillaume Gallienne pour lui dire qu'il était temps de passer à table avec les garçons ? À ton avis ? On va dire la deuxième option, du coup. Bravo, c'est une bonne réponse. Pas facile. mais c'est fou, par contre, que pour m'intéresser quand même aux choses, je trouve que ça n'a pas été mis en avant, parce que je suis complètement passé à côté, même. Ouais, c'était la symbolique de ce parcours-là, c'est ça la raison de ce parcours. Ok, et parcours qui était incroyable, d'ailleurs. Incroyable, ouais. À quelques montées près, on va avoir l'occasion d'en parler. Est-ce que tu peux nous parler, Fabien, de ce jour d'avril 2023, je crois, où tu reçois un message, un mail d'une certaine Aurélia ? Oui, pour de Paris 2024, qui me propose donc ce marathon, qui me propose un 10 km ou un marathon, cette fois-là. Et j'en parle à ma compagne, et je lui dis, c'est quand même unique dans une vie qu'on te propose de courir sur un tracé olympique, durant des JO, qui plus est dans ton pays. Et je lui dis, je vais dire oui, parce que j'ai plus d'1 an pour me préparer. Et au pire des cas, je ferai le 10K. Je ferai les 10 km, je pense que ce sera admissible. Mais disons oui. Et en disant oui, ça me permet aussi de faire quelque chose, même si je l'exprime pas comme ça à l'époque, c'est important pour moi. Ça me permet de dire oui, mais il me faut 2 dossards. Et que ma compagne puisse courir, parce qu'elle va le faire, ce marathon-là, et ça lui donne l'occasion de le faire aussi, tu vois. Donc c'est trop important, tu vois. Donc je dis oui juste parce que c'est épique. Non mais tu vois, c'est vraiment... Ça se refuse pas. Ouais. Il
Il y en a un autre qui aurait pu me faire éveiller ça, parce que ça marche sur moi, c'est si ça avait été le marathon d'Athènes, tu vois. Où moi, j'aurais vu l'histoire de Philippides dans ma tête. Et tu vois, c'est des choses, voilà, c'est trop fort pour passer à côté, quoi, tu vois. Donc, je dis oui. Mais à cette époque-là, effectivement, je ne cours pas. Je cours pas, mais j'ai recommencé à marcher. C'est vraiment pile poil à la période où j'ai recommencé à marcher, c'est-à-dire à provoquer de l'activité physique volontaire, parce que je sens que mon corps s'encrasse un petit peu. Trop de mayonnaise, je peux comprendre. Exactement, ouais. et ça m'agace. Alors, ça m'agace. Chacun a le droit d'avoir le corps qu'il veut, mais moi, quand j'ai ma petite pellicule de gras qui commence à naître sur le ventre, ça m'énerve, pas dans un sens de « ah non, je vais être tout sec », ça m'énerve de laisser ça vivre alors que c'est très facile à régler. Voilà. Et comme je suis un peu contrôlant, donc je me Tu te lances dans les 10 000 pas par jour, hein, c'est ça le point de départ. Ouais. Je me dis, on va faire le classique, le 10 000 pas par jour, même si c'est un peu une légende urbaine, parce que 9 000, 8 000 suffisent, tu vois, mais voilà, je vais faire mes 10 000 pas par jour. Et je commence des fois à trottiner un petit peu, parce que 10 000 pas par jour, c'est long à faire. Et donc, pour gagner du temps, je cours. Mais moi, c'est stupide dans ma tête. C'est vraiment... J'ai l'impression d'avoir hacké le game parce que je me dis, je suis trop malin. Personne n'avait vu. Et ouais, en marchant plus vite, en fait, ça va plus vite et ça s'appelle courir. Bon, voilà, tu vois, j'en suis là. J'en suis vraiment que là. Mais ça allume un phare dans ma vie pour août 2024. Tu as suivi un programme de préparation, enfin, vous avez suivi un programme de préparation avec Campus Coach, de ce que j'ai compris. Au départ, rien. C'est-à-dire de avril jusqu'à décembre, rien. Je ne suis que la manière de courir de ma compagne, qui n'a jamais eu de programme de prépa, et qui est une manière assez bête finalement. On veut toujours faire mieux que la fois d'avant. Eh bien, ça marche pas, parce qu'il y a vraiment une limite à ça. Sauf que comme on n'en a pas conscience, à chaque fois qu'on fait moins bien que la fois d'avant, on s'en veut. On s'en veut au point de se dire « Ah ouais, nous, on croit qu'on va réussir à courir un marathon alors qu'on n'est pas capable de tenir 1 heure. » Rien n'a de sens. Et elle découvre Campus Coach à l'époque, et elle se prend un programme de janvier à avril 2024. Ouais, 24. Crois, ouais. Et c'est là que moi, je colle à son programme, en fait. Et là, on découvre ce que c'est les séances d'intensité, l'endurance fondamentale. On ne connaissait pas les termes. Hein. On commence à écouter des podcasts comme le tien, etc. Tu vois, à s'immerger. Et là, on découvre le plaisir de la prépa. C'est un vrai plaisir que j'ai encore aujourd'hui. Le plaisir de l'entraînement 3 fois par semaine, etc. Et donc, moi, je vais continuer. Après, je me reprendrai un programme tout seul sur campus après pour aller jusqu'au bout de ma prépa. Donc toutes les séances se vont bien, le fractionné, t'achètes, les sorties longues, l'endurance fondamentale. En 3 fois par semaine, donc tu vois, je ne suis pas dans un grand délire en termes de débutant. J'aime ma séance d'intensité, mais j'en ferai pas plus d'une. J'aime mon petit EF de milieu de semaine. J'aime ma sortie longue jusqu'à un certain point, mais je l'aime aussi, cette sortie longue, parce que c'est un marqueur en termes de confiance en soi. Quand juste avant, parce que je fais ça en tournée en plus, juste avant mon spectacle en Belgique, je me souviens que je rentre pour la première fois mon 18 km de prépa et je me dis, mais Fabien, tu viens de courir 18 km dans ta vie et tu vas faire un spectacle après et tu te sens en pleine puissance, en pleine forme. C'est incroyable, tu vois. Donc je découvre aussi le trust the process, quoi, tu vois, il n'y a pas de souci. Fais les choses bien dans l'ordre en prenant le temps. Et comme moi, j'avais largement le temps d'envisager toute cette préparation-là, puisqu'encore une fois, mon mail, je l'avais eu 1 an et demi avant le marathon, je découvre ces trucs-là. Il y a de la vraie fierté quand tu fais ton premier 100 minutes d'affilée. J'étais à Bordeaux, il y avait Marine Leleu qui m'avait rejoint, qui avait couru avec moi. 100 minutes, moi, c'était il n'y a pas longtemps tout ça, donc je me souviens vraiment c'est pas anodin de courir 100 minutes d'affilée dans sa vie sans faire de pause, tu vois. Je saute un peu dans le temps, Fabien, pour nous rapprocher du départ. Est-ce que tu as la conviction que tu peux le faire ? Non. C'est moi le seul truc, jusqu'au moment où on est sur la ligne de départ, c'est je n'ai qu'un objectif, réussir à le terminer. J'ai pas d'objectif de temps, de quoi que ce soit. Réussir à le terminer, si possible, pas comme le semi-marathon. Si je marche 1 kilomètre d'affilée, ce sera un peu un sentiment d'échec quand même, tu vois. Donc réussir à le terminer dans de bonnes conditions. En plus, je suis un peu flippé parce que je croise des amis que je connais qui courent bien. Amandine Petit, je crois que tu avais reçu. Ah non, tu avais reçu Marine L'Orphelin aussi. Ouais. Tu vois, eux sont en doute. Tu vois, Grégoire, Major Mouvement, il est en doute. Je le croise, il est flippé, quoi. Mais vraiment flippé, hein. Il court avec son frère. Et je me dis, oh là là. Et moi, je me trouve pas assez flippé, du coup. Tu vois, je me dis, mais c'est un problème parce que moi, je me trouve pas assez flippé. J'ai juste peur de pas le terminer parce que, comme je n'ai jamais fait cette distance,
Et je n'ai pas un univers où il y a marqué Fabien sait courir 42,195. T'as peut-être juste la confiance d'une prépa sur laquelle tu as été assidu, qui au moins évacue une partie des doutes. J'ai compris un truc sur des courses intermédiaires que j'ai pu faire entre temps. J'ai fait des 10 km, des choses comme ça. Moi, j'ai compris que ce qui fonctionne bien, c'est de ne pas m'intéresser au parcours. Donc c'est comme ça. Moi, je suis persuadé qu'il faut se connaître dans la vie et qu'il faut s'assumer. Moi, moins j'en sais sur le parcours, mieux je me porte. Et ça résonne avec des choses que j'ai traversées dans ma vie en termes de spectacle, etc. Tu vois, moins j'en savais sur le côté irréalisable, plus je réalisais, tu vois. Donc, on m'a dit qu'il y a une espèce de côte de la mort à un moment donné vers le 28e. Bon, je suis au courant. On m'a dit que vers le 10e, il y a une montée très très longue et très chiante. Voilà, je suis au courant. Et ça ne m'intéresse pas plus d'en savoir plus, tu vois. Tu fais pas de visualisation là, comme peuvent faire certains athlètes, imaginer des scénarios? Certainement pas. Ce sera kilomètre par kilomètre. Tu vois, le seul truc auquel je m'intéresse, c'est quoi mon goal? C'est qu'il y a un ravitaillement en eau tous les 2,5 km. Ben, ce sera mon seul goal, d'atteindre le prochain verre d'eau. Et donc, je pars courir, non pas 42 km, je pars courir plusieurs fois jusqu'au prochain verre d'eau. Et c'est le seul truc qui va me faire avancer en me disant, ben, le but est d'atteindre le dernier verre d'eau, quoi. C'est tout. Est-ce que comme tout le monde, moi j'ai eu la chance de courir aussi ce marathon-là, tu es parti à 3,45 du kilomètre sur les 2 premiers kilomètres avec la ferveur populaire qui était sur le départ? J'ai un pace qui est incroyable. Mon premier kilomètre est à 7 minutes du kilomètre et mon dernier kilomètre est à 7 minutes du kilomètre et j'ai 42 kilomètres à 7 minutes du kilomètre. Métronome. Peu importe la descente, la montée, le machin, le truc, le bidule. Nico de Running Addict et donc de Campus Coach a été stalk mon Strava. Il a fait un screen de ça, il m'a envoyé, il m'a mis c'est quoi cette régularité de zinzin, quoi, tu vois. Et en fait, ça témoigne de tout mon truc. En fait, je ne me suis pas tellement posé de questions. Pour le coup, Campus Coach m'encourageait à être plus performant que ça. Moi, sur les derniers entraînements, je trouvais que j'étais bien à l'aise à 7 minutes du kilomètre. Mon EF étant à 7,20, tu vois. Et j'ai dit, eh ben moi, si c'est dur, puisque c'est la nuit, puisque apparemment il y a des côtes, puisqu'il fait chaud, je vais faire 7. Et je crois que je suis capable de le tenir. Donc 7 jusqu'au prochain verre d'eau. Et finalement, ça a été fou, parce que j'ai même perdu ma compagne à un moment donné, quoi. Ça a toujours été OK d'être à 7. Et je n'ai jamais varié ça, même avec la ferveur populaire du départ, même avec la fin, même avec le truc. 7 du kilomètre, c'était incroyable. Est-ce que tu penses que ta connaissance du cerveau, du mental, de la psychologie, ça contribue aussi sur ce genre d'effort à faire que tu encaisses mieux ou que tu analyses? J'en suis persuadé, tu vois. Le côté jusqu'au prochain verre d'eau, il n'est pas anodin. Hein. C'est que plus la fatigue va monter, plus ma capacité de réflexion va baisser. Hein. On est tous un peu teubés quand on court. et du coup, juste le prochain verre d'eau, ça a complètement verrouillé des trucs dans ma tête. Il y a même un moment donné, j'ai une crise de fou rire, mais de nerfs. C'est-à-dire que je prends un verre d'eau, hop, je jette, machin, je cours et tout. Donc dans ma tête, c'est prochain verre d'eau dans 2,5 km. Et tu parles le temps que je me dis ça, en fait, on était déjà à moins de 2 km du prochain. Et je suis en train de penser à un truc, tu sais comment ça peut t'occuper l'esprit 2 secondes. Et là, je vois, en fait, par rapport à l'annonce que le prochain verre d'eau est dans 500 mètres, j'ai l'impression d'en avoir bu un. Et j'explose de rire en me disant, mais en fait, ce parcours, c'est que des ravitaux. C'est pas possible. Je suis toujours en train de boire un coup et de bouffer un truc. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis mort de rire, tu vois. Je sens l'effort et tout, mais c'est cool. Tu vois, la Côte des Gares, je l'ai faite en courant. C'est fou. J'étais sur le papier, jamais je me serais dit ça, tu vois. Et en fait, c'était tellement OK de courir à l'allure que je veux, mais de courir. D'ailleurs, cette côte-là, tu te souviens, il y avait les grandes arches lumineuses. J'ai refusé ce fun. Moi, je me suis mis sur le côté gauche. En mode non, ouais, m'embêtez pas. Moi, je fais un truc, je dois courir jusqu'à un verre d'eau, donc j'ai pas envie d'être avec vous, mélangé à tout ça. Tu vois, on reparle du mal avec le collectif parfois, tu vois, mais non, j'avais pas envie de cette pollution visuelle et sonore, de ces gens qui étaient heureux. Moi, j'étais ni heureux ni malheureux. J'étais vraiment juste en train d'avancer. Donc oui, cette petite connaissance de la psychologie me permettait quand même de mettre des verrous et des trucs qui me permettaient sûrement de réagir différemment. Est-ce que tu as eu quelquefois mettre un petit Maoshi-geri aux tentations d'abandon au fur et à mesure du parcours, ou c'est pas un sentiment du tout que tu as connu? Il y a le mur du 30e qui est très réputé. Passer à côté. Ouais, je l'ai pas eu. Alors, je l'ai pas eu, ça témoigne de quelque chose. Ça témoigne que j'étais en sous-performance. Finalement, j'aurais pu faire beaucoup mieux, tu vois, en termes de temps. Mais c'est pas grave, parce que moi, mon seul objectif était de le finir. Donc, je suis très heureux de moi. Je pense que si je m'étais poussé
vraiment à ce que me recommandait mon plan d'entraînement, donc de courir plutôt vers les 6,40 du kilomètre, peut-être j'aurais eu ce genre de choses. Mais j'ai jamais... Le mur, bonjour, je sais pas qui tu es, tu vois. Surtout que je sais très bien gérer les descentes. Je me suis beaucoup entraîné à faire de la montée-descente, dont ma compagne qui a fait le semi-marathon du Mont Ventoux. Pendant qu'elle faisait ça, moi je faisais ma sortie longue dans les montagnes, donc de la montée-descente. Et donc j'ai appris à bien récupérer en descente. Donc après la Côte des Gares, il y a une descente incroyable. Je l'ai vécu pour redescendre mon cœur, pour machin. Donc j'ai adoré le 30e kilomètre. Tu vois, je peux pas te dire autrement, quoi. J'ai adoré les 10 derniers kilomètres, les 12 dernières bornes. Le seul truc qui a été ennuyé pour moi, c'est les 5 derniers parce que je commençais à vouloir courir, mais aux toilettes, quoi. Tu vois, j'ai découvert ce truc-là que je ne connaissais pas. Mais non, j'ai trop aimé ça, donc j'ai vraiment pas eu de pensée négative de tout ce parcours. C'était fou. T'avais vu le matin là, les athlètes hommes, puisque c'était entre les deux, entre les hommes et les femmes, t'avais vu ce tapis bleu à la fin. Moi, c'est un peu les images qui m'ont aussi guidé, tu vois, de me dire, cette arche d'arrivée, ce tapis bleu, les estrades sur les côtés, etc. C'est ça là qu'il faut viser maintenant. En fait, c'est peut-être le seul truc que j'ai mal vécu a posteriori. J'ai eu aucune émotion à l'arrivée. Déjà parce que j'avais perdu ma femme, donc je nous avais imaginé franchir en même temps. Et j'ai eu mes émotions 2 kilomètres avant. Mes vraies émotions, celles avec les larmes qui montent et tout. Où je me suis... Parce que 2 kilomètres avant, je savais qu'il était fait. Il ne pouvait rien se passer qui m'empêchait de finir ou qui m'empêchait de finir dans de bonnes conditions. Donc, j'ai revu, en fait, c'est 1 an et demi de prépa. Et tout ça, ça m'a provoqué des émotions très fortes. Et le plus fort pour moi en impact, ça a été de repenser à la prépa et de comprendre que ce marathon ne voulait strictement rien dire et qu'il n'était qu'un coup de tampon sur ma prépa, en fait. C'est le dernier chapitre pour faire le parallèle de ton cheminement. Exactement. Et donc, d'un coup, c'est là où mes larmes sont montées. J'ai été extrêmement fier de moi, de me dire, putain, Fabien, t'as fait ça 1 an et demi, alors que t'avais tes 5 dates de spectacle par semaine, t'as écrit tes bouquins, t'as fait tes vidéos, tu l'as mis en priorité dans ta vie et t'as fait tes 3 trucs par semaine. J'ai fait 100% de ma prépa, j'ai jamais raté un truc, donc c'était fou, tu vois. Et donc voilà, toutes ces émotions-là et tout, ce qui fait qu'après... Un peu de nostalgie aussi peut-être. T'avais déjà, justement, en repensant à ça, tu disais, ok, c'était quand même bien, c'est fini déjà. Ouais. Et assez vite, je me suis dit, je vais en préparer un autre. Alors, peut-être que je mange sur une question à venir, mais du coup, je prépare le marathon de La Rochelle le 24 novembre pour 3 raisons qui me sont venues durant le marathon pour tous. La première, c'était... Donc là, j'ai fait apparemment un des plus durs de nuit sur un tracé olympique avec des montées de la mort et tout. Si j'en essayais un normal pour voir, tu vois, avant d'arrêter de faire des marathons, si j'essayais un normal, c'était le premier truc. Le deuxième truc, quitte à en faire un normal, autant faire dans ma ville que j'aime tant. Comme ça, je serais content, tu vois, un petit côté chauvin. Et le troisième truc, c'est... pourquoi attendre alors que de toute ma vie, mon corps n'a jamais été aussi préparé? Parce que beaucoup m'ont dit, mais putain, pourquoi t'en enchaînes un si rapidement? Moi, je le vois pas comme ça. Je vois plutôt le côté, mais j'ai affûté mon corps pendant 1 an et demi. Il est prêt. Je vais renquiller sur une prépa de 12 à 15 semaines et je capitalise sur ça. Pourquoi recommencer à zéro dans 6 mois? Et ça me donne un bon prétexte, parce que je vois bien que ça marche sur moi, pour continuer mon entraînement hebdomadaire. Question rapide, petit pas de côté, le trail un jour, ce serait envisageable? Ça m'attire pas du tout. Ok. Ouais, ça m'attire pas du tout, mais parce que je crois que pour l'instant, je l'apparente trop à la Gadou. C'est possible. Alors moi, je suis un feignant, c'est-à-dire que j'ai envie de courir et que ça me fasse pas de mal. Fabien, on approche du terme de notre échange. Est-ce que ce marathon, il était à la hauteur du mythe, de ce que tu pouvais en faire? On sait combien, tout l'imaginaire autour de cette distance. Confronté au réel, Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as quand même, on a compris que c'est bien passé pour toi, mais quand même de la difficulté, une épreuve qui est loin d'être anodine, évidemment? Ah oui. Non, il y a un avant-après. Il y a un avant-après, pas en confiance en soi, mais en confiance en mon corps. Et je te raisonne avec le côté de sur scène, je ne suis pas assez incarné. Je le suis sûrement plus depuis le marathon. J'ai conscience d'avoir un corps et que ce corps peut faire des choses si je lui amène de la régularité dans la mise en tension, tu vois.
aussi forte que la régularité que j'ai pu mettre dans ma mise en entraînement de mémoire, par exemple, dans ma vie, de l'esprit, tu vois. Donc, je suis assez épaté de ce corps, je suis assez fier de lui. C'était mythique parce que tu vis un truc légendaire quand même, tu vois. C'est 42 km, tu peux pas les faire par hasard. En fait, c'est ça qui est fou. Surtout moi, j'ai pu faire par hasard un semi-marathon, un score nul, mais j'ai pu le faire par hasard. Je pense vraiment, tu ne peux pas faire par hasard un marathon, c'est pas possible. La distance est trop violente en fait. La connaissance de soi, elle demande beaucoup trop. Et j'adore une phrase que dit ma femme, que j'ai découvert avec la prépa de ce marathon, c'est que notre corps est un moyen de transport, est un véhicule. Et effectivement, sur toutes les dates de tournée, certaines dates qui sont magnifiques comme Bouléa, Tahiti, Nouméa, etc., j'ai visité ces lieux-là en courant, chose que je faisais pas d'habitude. J'allais faire mon spectacle et je repartais, et là j'ai l'impression de découvrir le monde aussi parce que je cours et parce que j'ai couru cette distance-là et qu'aujourd'hui je suis capable d'aller courir 20 km pour le plaisir et juste pour la découverte, tu vois. Donc oui, c'est mythique, c'est légendaire. Ouais. Fabien, une dernière question pour toi. Donc tu nous l'as dit, rendez-vous, on va surveiller ta performance là, du côté de La Rochelle au mois de novembre. Sur 2025, tu as déjà des aspirations, des envies? Non, 2024, La Rochelle. Oui, ouais. Mais pour après, est-ce que tu as déjà des envies? Est-ce que c'est... Je suis assez sûr d'un truc, c'est que je vais pas être le gars qui va faire beaucoup de marathons. Alors, faut jamais dire jamais, hein, si ça se trouve, c'est ma vérité du jour. Mais moi, j'ai pas l'impression que j'ai envie d'en faire beaucoup, tu vois. Sauf si j'ai l'opportunité de faire des choses vraiment qui me touchent profondément. Je te parlais du marathon d'Athènes. Ça pourrait être ça quelque chose qui me motiverait. Mais après... Muraille de Chine, tu le connais, celui-là aussi? Oui, je vois lequel c'est. Ouais, tu vois... Ces courses très spéciales, en fait, elles peuvent me donner très, très envie. Mais après, comme je suis assez sûr d'un truc, le temps, la perf ne m'attire pas. C'est vraiment, moi, je ferai toujours des courses de plaisir qui me donnent un bon prétexte à continuer à m'entraîner. Donc, en fait, il faut que je trouve mon plaisir dans le côté inédit de la course. Fabien, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Tu n'as pas fini, il y a la course à pied, mais ton année va continuer d'être assez intense, et notamment le début d'année prochaine avec ta tournée Archétype à partir du 8 janvier, je crois. Là, tu repars tournée des Zéniths jusqu'à fin février. Ouais. Profite bien aussi de ce marathon. Arrête-toi au ravito de façon régulière. Oui, là, je vais être perdu parce qu'il y a un ravito que tous les 5 km. Là, ce coup-ci, comment je vais faire? Donc, belle tournée à toi. L'Arbre des 4 saisons. Donc, voilà. Allez, courez le lire et vous plongez dans cette immersion. C'est chouette. Voilà. Et puis voilà, mille merci pour ce super moment, et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser avec un dossard sur le ventre. C'est des beaux moments de partage. Ça sera peut-être pas dans le même sas, mais je te regarderai au loin. Moi aussi, je suis dans le plaisir. Salut Fabien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.